sur les outils qui sont à disposition des développeurs IoT pour aller vers plus je dirais, de performance, d'efficacité personnelle, de collaboration. Enfin, on va aborder ça ce matin. Alors, c'est une session un peu particulière parce que le but est d'avoir un échange avec vous qui êtes à distance ou vous qui êtes dans cette pièce. Donc, on a préparé quelques éléments pour poser la discussion, pour, par exemple, définir ce qu'est, les différentes activités auxquelles fait face un développeur IoT aujourd'hui. Ce qui a peut-être changé par rapport aux prémices de l'IoT il y a à peu près 7-8 ans, quand Microsoft s'est lancé dans cette aventure. Donc on va essayer de poser un petit peu tout ça, et puis vous présenter avec Estelle les outils que nous, en fait, utilisons sur nos projets, soit directement, soit au travers de nos partenaires, pour vous partager certaines expériences, en espérant que ça vous fasse réagir, que certains, peut-être vous avez une expérience à nous partager, des doutes, des questions à profiter d'avoir notre présence à nous poser. Et puis on va essayer de terminer sur des éléments liés aux annonces qui ont été faites hier sur la Build, un nouvel outil sur la représentation 3D de Digital Twin. Donc voilà, on va essayer de prendre un peu de temps en fin de cette session pour vous présenter tout ça. Alors, je ne sais pas si Estelle, tu voulais prendre 2 secondes pour te présenter plus en détail. Donc, en fait, moi, je suis Microsoft Certified Trainer et essentiellement consultante. Mes terrains de prédilection sont l'IoT, la robotique et donc, du coup, le edge computing. Et j'ai une grosse appétence pour la cybersécurité. Donc, notamment, actuellement, je travaille sur les concepts de sécurisation des architectures en edge computing. Et au niveau de la robotique, je travaille sur des projets de cerveau artificiel avec le projet Bonsai pour appliquer cela dans le monde industriel. Et me concernant, donc, je m'appelle Arnaud Fontaine, j'ai la chance de pouvoir accompagner pas mal de clients en France ou en Europe sur la construction de plateformes IoT, surtout dans l'énergie. On a avec la transition que vivent beaucoup de nos clients dans ce domaine, on a beaucoup de travail à faire. Et l'IoT joue un rôle précieux dans des économies très concurrentielles et faiblement profitables. Donc l'IoT est vraiment précieux pour aller chercher les gains de performance, d'efficacité qui sont clés pour qu'une activité soit rentable dans ce domaine. Et puis j'ai l'occasion de travailler aussi avec beaucoup de partenaires qui construisent des solutions qui s'appuient sur que ce soit les services IoT ou Digital Twin qu'on va aborder ce matin. Alors, pour poser un petit peu le débat, avec Estelle, on a essayé de décomposer les différents domaines dans lesquels un développeur IoT peut être amené à intervenir. Alors, ça peut vous paraître surprenant, mais les choses démarrent des équipements, du T de l'IoT, les things. Donc, c'est peut-être là-dessus que souvent l'IoT est peut-être limité, vu. Donc, j'ai essayé ici de lister un petit peu ce qu'un développeur peut être amené à faire, c'est-à-dire simuler un équipement le plus tôt possible sur un projet et quels sont les outils qui sont à disposition pour qu'on ne soit pas dans une des contraintes d'avoir l'équipement physique, de prendre plusieurs jours à le paramétrer, à le connecter, avant que peut-être d'autres personnes de l'équipe projet puissent avoir des données exploitables et travailler sur leur domaine de responsabilité. Bon. Je vais pas détailler en chaque élément, mais je dirais que ça peut faire l'objet de discussions et de questions si vous en avez une sur ces éléments-là. Ce qui est important aussi dans les outils qu'apporte Microsoft, c'est comment connecter ces objets. Et là, on est plutôt sur le I de l'IoT. Comment on va raccorder divers équipements qui s'appuient sur différents types de protocoles. Et comment on va pouvoir préparer le déploiement de ces équipements, automatiser les modules qui se déploient sur ces équipements, superviser l'état de fonctionnement d'une flotte d'équipements et voir raccorder ces services avec d'autres qui sont en aval. Surtout qu'en fait, il y a aussi une problématique, c'est qu'au niveau de l'IoT, on a les devices qui sont de nouvelle génération, donc déjà prévus pour être connectés. Et au niveau on a aussi des devices qui sont désignés comme embedded. Ça, c'est ce qu'on retrouve essentiellement dans le monde industriel
Et en fait, ces devices n'étaient pas destinés à être connectés dans le cloud. Donc, en embedded, ils sont connectés sur des serveurs ou sur des équipements, mais on-premise. Et l'objectif, en fait, nous, de les transformer en IoT, c'est de pouvoir après exploser et utiliser la puissance du cloud et relier ça à des projets de machine learning, d'intelligence artificielle, etc. Donc, ça permet en fait d'augmenter la capacité et les fonctionnalités qu'on pouvait avoir avec des devices qui sont plutôt, entre guillemets, old school, donc du coup avec des technologies très fermées, qui n'étaient vraiment pas du tout destinées à être ouverts sur des mondes extérieurs. Alors, si vous avez déjà vu différentes présentations hein, de Azure, IoT, Hub, Suite, etc., bon, je pense qu'il y a pas mal de concepts qui vous sont déjà familiers. Moi, je dirais aujourd'hui, en 2022, les challenges qu'on voit en termes d'outillage, de montée en maturité hein, des plateformes IoT, c'est sur deux éléments. Le premier, c'est celui-là. C'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de clients qui ont des centaines, voire des milliers de gateways qui s'appuient sur Azure IoT Edge, avec des milliers, voire des centaines de milliers d'équipements qui leur sont connectés. Et donc, on doit gérer, je dirais, la redondance, la tolérance aux pannes et ce genre de choses. Et c'est là-dessus que l'outillage monte en gamme, j'allais dire, hein, sur la partie IoT. Hein, donc, on voit des adhérences entre ce que vous connaissez de l'IoT et que ce soit Kubernetes, par exemple. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu les communications que Microsoft fait en ce moment sur le lien avec Arc et tout ce qui est service infrastructure. Donc, dans les mois qui viennent, on va avoir de plus en plus, je dirais, de convergence entre ces approches très orientées infrastructure et l'IoT. Et un deuxième point qui est quand même très, très visible et sur lequel on investit beaucoup en ce moment, c'est sur la modélisation des données, la structuration des données issues de ces IoT, hein, avec la notion de twin. Alors, on va voir avec Estelle qu'elle est à deux niveaux. Elle est sur le device directement, donc dans IoT Hub, mais elle est aussi sur les entités plus orientées métiers, fonctionnelles, qui vont être modélisées dans un service qui s'appelle Azure Digital Twin, et avec la possibilité de croiser ces données avec des données non IoT. Hein, quand on parle de contextualisation, hein, c'est ce que j'ai remis en haut de ce bloc-là, typiquement un exemple très concret, c'est j'ai des données IoT issues d'un automate, hein, avec peut-être des anomalies qui sont remontées. Je vais voir les contextualiser avec un work order issu du MES pour dire peut-être que cette anomalie est dans le cadre de la production de ce batch de produits, et ce qui nous permettra peut-être de poser un warning sur la qualité, sur le contrôle qui doit être fait a posteriori. Et donc tout ça, c'est important parce que c'est ce qui est rendu possible avec Azure Digital Twin pour intégrer des données de différentes sources. Et puis après, on a une composante représentation qu'on va aborder tout de suite. Oui, et Azure Digital Twins offre aussi la possibilité, donc c'est aussi en corrélation avec les problématiques de gestion de montée à l'échelle. Et en fait, ça ouvre le fait de pouvoir se connecter au cloud et de rajouter sur des algorithmes de machine learning. On peut se retrouver maintenant à faire du predictive maintenance ou du predictive supply chain grâce en fait à des modélisations qui sont montées à l'échelle via des digital twins. Donc ça évite en fait, ça limite les investissements au niveau du matériel physique et ça permet en fait de pouvoir faire des projections en FinOps, etc. pour pouvoir déjà optimiser les architectures et les projets en fait qu'on peut avoir, déjà les viabiliser et éventuellement les formaliser derrière. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec cette décomposition? Est-ce que vous avez des objections? Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez qui sont hors cette représentation-là? N'hésitez pas aussi à réagir en ligne si vous êtes connecté. Très sensible sur la présentation hier. Je crois que c'était Kawasaki qui présentait un scénario sur la base de Digital Twin et de ces services-là. Est-ce que du coup, il y a déjà des scénarios qui existent, mais plutôt en mode mesh, maillage, en temps réel, pour l'opérateur augmenté en industrie? Typiquement,
parlait de qualité de service et de traçabilité, mais online, de voir un défaut à la volée sur la base de ce que prédictif en maintenance de ce qui aurait été peut-être computé préalablement, mais directement avec l'objet IoT sur le temps réel, en fait. Donc plutôt à chaud, par rapport aux analyses à froid, avoir une boucle de rétroactivité lambda, en fait. Alors, moi, j'ai eu écho de projets de ce type où on a justement avec les concepts de mesh network, mais pas le Azure Mesh, hein, Mesh Network au sens les technologies qu'on utilisait dans les années 90. Donc, on commence à rapprocher ces types de technologies avec toutes les architectures Kubernetes parce que en fait, c'est complètement cohérent. Et effectivement, on a de plus en plus, alors j'aime pas trop le terme de temps réel parce qu'on a de toute façon toujours un décalage de quelques secondes, voire quelques dixièmes de secondes quand on est très très performant. Donc, mais bon, on va assimiler cela à du temps réel. Et par contre, on peut réduire ce temps réel justement en utilisant les digital twins parce que ça permet de faire le relais et ça permet aussi d'éviter les interruptions quand on fait des updates sur les devices, quand on fait en fait, quand on a de la maintenance ou quand on essaie de faire des nouveaux paramétrages, ça permet de continuer, de garder la continuité des données. Et ça, c'est là-dessus, en fait, moi, que j'utilise beaucoup les digital twins en ce moment. Mais sur tout le monitoring à chaud, on en est quand même encore aux prémices. Et surtout, alors je pense que ça va beaucoup éclater avec la 5G, parce qu'en fait, avec la 5G, on va avoir des réseaux quasiment ininterrompus. Le fait de pouvoir utiliser les réseaux hertziens en complément, etc., vont éviter certaines zones blanches. Et dans le monde industriel, on a énormément de zones blanches à gérer. Donc du coup, en fait, on travaille beaucoup là-dessus, mais ça reste à mon niveau. Alors peut-être que Arnaud, lui, a plus de contacts. Moi, pour l'instant, on en est encore aux prémices, on est encore aux études. On n'est pas encore en production sur ces types de projets. Oui, aujourd'hui, moi, je travaille sur différents projets chez des industriels pour déjà essayer de connecter certaines usines. Donc ça, c'est des projets qui prennent déjà entre 12 et 18 mois, parce qu'il faut passer par les forges coding de la sécurité. Donc tu parlais de 5G. Nous, on a des projets qui sont soit 5G, soit LoRa privé. Parce qu'en fait, on peut déjà faire énormément de choses avec des réseaux faible débit. Et donc ça, c'est des projets qui sont en cours sur beaucoup d'acteurs de la filière automobile française, par exemple. On a beaucoup de projets dans les usines de tous ces acteurs en ce moment. Et puis après, la boucle que tu évoquais, la boucle retour, elle peut être soit en passant par le cloud pour certains use cases, parce qu'en fait, on a des use cases où on se contente de quelques secondes de réactivité pour cette boucle retour. Et le fait d'être sur le cloud, ça permet de croiser les données avec tout ce qui est données historiques, des équipements similaires. Enfin, voilà, il y a plein d'avantages à être sur le cloud ou être purement, comme tu le disais, sur des architectures Kubernetes locales, parce qu'on veut du quasi temps réel. Donc on s'appuie sur du Azure RTOS, par exemple. On a des projets qui sont sur ces technologies-là, pour l'OS embarqué sur l'équipement. D'ailleurs, en appuyant sur mon écran, on est passé au slide d'après sur concrètement les outils. Mais voilà, à ce niveau-là, on a des OS quasiment temps réel qui peuvent répondre à ces enjeux-là. Et puis de la partie Edge. Je ne sais pas si Estelle, tu veux faire une transition sur les outils concrètement qui sont présentés. Oui, alors du coup, sur les outils, on a plusieurs outils, donc, puisque là, c'est un petit peu le cœur de cette table ronde. Là, donc en fait, nous, on a au niveau de Microsoft, il y a une mise à disposition de Azure IoT Tools for VS Code. Donc l'intérêt, c'est que vous n'êtes pas obligé d'investir dans un IDE. VS Code, tout le monde peut l'avoir, quelle que soit la plateforme de base sur laquelle vous travaillez. Donc c'est relativement facile à installer. Et l'intérêt des IoT Tools for VS Code, c'est de faciliter la communication justement avec l'IoT Hub et toutes les infrastructures que vous pouvez avoir dans Azure. Donc, on a plusieurs SDK qui sont disponibles forcément en langage C, puisque les 3/4 des devices en embedded, c'est du C qu'il y a derrière. Il y a forcément du C# parce qu'on est chez Microsoft. On a aussi du Python, et parce qu'il y avait déjà une projection vers les corrélations sur les projets d'intelligence artificielle.
On a du Node.js, si je me souviens bien, et du Java, parce que c'est un peu moins fréquent que le C, mais dans le monde industriel, il y a encore beaucoup de Java, de javaïstes, en fait, quelque part. Donc, du coup, on retrouve donc les langages qui sont plutôt de prédilection pour les développeurs qui sont dans ces domaines-là, même s'ils ne sont pas encore habitués à l'IoT. On a l'IoT Hub Service SDK qui permet aussi de faciliter toute la connexion des appareils. Donc, même si vous avez un appareil qui n'est pas certifié pour être connecté via le DPS, l'IoT DPS, il y a quand même des outils pour pouvoir faire ses propres connexions et faire du customize, en fait. On a des dev kits. Et pour ceux qui apprennent ou qui veulent faire des simulations, etc., Microsoft a mis en ligne en fait des simulateurs pour le MX Chip, qui est en fait la petite carte de prototypage qui a été designée par Microsoft avec je sais plus quel autre partenaire américain, mais en fait qui permet en fait de faire plusieurs prototypes et bien entendu du Raspberry, parce que même si Raspberry Pi c'est pas vraiment industriel, vous serez surpris de voir combien il y a de Raspberry qui traînent dans des usines justement pour connecter et pour faire des choses comme ça. En production, pas juste ouais, malheureusement. Je dis pilote. malheureusement parce que là, c'est mon côté cybersécurité qui se réveille et qui fait « Oh, là, on va peut-être se calmer en fait ». Parce que bon, on connaît sur les Raspberry les problèmes de chauffe, les problèmes, etc. Et souvent, en fait, il y a des Raspbian quand on n'est pas sur des noyaux encore plus légers que du Raspbian. On a des Raspbian qui ne sont pas sécurisés, on a des choses comme ça. Alors, on a le discours des industriels qui disent oui, mais bon, on est en local, etc. Sauf que nous, en cybersécurité, on sait que les 3/4 des failles, elles viennent de l'intérieur. Donc du coup, si votre matériel n'est déjà pas sécurisé, c'est déjà un petit peu plus problématique. Mais par contre, l'intérêt des Raspberry, c'est que moi, ça fait depuis 2 ou 3 ans que je communique sur des projets de microservices, voire de function service avec OpenFaaS, où en fait, moi, je travaille sur des clusters de Raspberry Pi. Et l'intérêt, en fait, de travailler sur des clusters de Raspberry Pi, c'est que vous pouvez déjà, à très moindre frais, puisque vous êtes à 40 € le device à peu près, vous pouvez créer vos propres réseaux mesh en physique et du coup pouvoir tester vos infrastructures Kubernetes, etc., développer vos pods. Donc comme il y a toute une phase d'apprentissage, et notamment en France, où en fait on a quand même une phase de digitalisation des industriels qui est encore très importante, il y a quand même des plans relance industrie qui ont été lancés pour financer tout ça. Et bien tout ça, ça permet en fait de pouvoir communiquer et du coup de se dire bon, ok, ça paraît du matériel d'amateur, mais Microsoft l'a aussi mis en place. Microsoft permet de faciliter les communications avec l'IoT Hub et ça facilite énormément le travail du développeur. Et moi, en fait, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, je ne suis pas développeuse. Enfin, moi, j'ai tendance à dire je développe avec un pistolet sur la tempe. Je suis plutôt une architecte à la base. Et je pars du principe que si ça me facilite mon boulot, moi, pour faire du dev, c'est que forcément, ça facilite le boulot encore plus des développeurs eux-mêmes, en fait. Sur la connexion. Oui, alors juste, tu as parlé des outils, tu parlais de Raspbian et d'Image Linux. Ce qui est important de comprendre aussi dans cette suite d'outils qui est à ce niveau-là, parce qu'en fait, c'est en réalité une suite d'outils. Il y a un workbench qui nous permet de vous simplifier la vie. Tu disais à l'instant, ce qui veut me simplifier la vie, c'est que ça peut packager des images Linux et automatiser le déploiement sur des équipements, que ce soit des Raspberry ou d'autres. C'était un petit point de détail. Ce que je voulais aussi dire à ce niveau-là, sur la connexion, MQTT5, vous allez voir beaucoup de communication sur les transformations d'IoT Hub et la fonctionnalité MQTT Broker, plus spécifiquement d'IoT Hub, ce qui rend possible tout l'outillage qui est déjà disponible pour les développeurs qui sont compatibles MQTT5 nativement. Hein, j'ai trouvé, moi, plein d'applications que je pourrais vous partager si vous voulez pour observer, débugger des échanges MQTT5 et qui sont maintenant exploitables par-dessus IoT Hub, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Et puis, dernier point, et ça va être la suite de cet échange, c'est tout ce qui est autour de Digital Twin. Hein, donc, si vous êtes intéressé au sujet, vous avez sûrement déjà vu l'ADT, donc Azure Digital Twin Explorer, qui vous permet de visualiser une ontologie, hein, le jeu de fichiers JSON qui caractérise votre langage, votre ontologie, le graphe
qui utilise cette ontologie et donc les différents twins que vous voulez instancier, relier, mettre à jour, etc. Et donc a été annoncé hier la public preview de 3D Scenes, d'ailleurs avec un S, Studio, qui est une première release. Hein. Pour l'instant, elle est sans prétention, c'est une première preview publique que je vais vous montrer juste à l'instant. Le but, c'est vraiment le plus tôt possible, donc elle a 4-5 mois maximum de développement, c'est de recueillir les besoins. Donc moi, je suis aussi à votre disposition pour rencontrer les clients que vous voyez potentiellement intéressés par ce type d'approche, parce que le but est d'aller le plus près possible des besoins de certains clients, parce que on ne va pas se cacher que quand on a commencé à présenter Azure Digital Twin, tout le monde avait en tête la représentation 3D, ce qui est dans l'imaginaire collectif hein, d'un twin. Et donc cette fonctionnalité qui est vraiment indispensable va considérablement évoluer dans les mois qui viennent. Et juste avant d'aller sur la démo justement de la représentation en 3D, on n'a pas mis sur ce schéma, mais il y a tout un écosystème en fait dans Azure. Et si on veut avoir une approche DevOps, voire DevSecOps, on a bien entendu en fait toutes les corrélations avec Azure DevOps pour faire toutes les releases et éventuellement au niveau des connectors, etc., de pouvoir gérer tout ça au niveau du travail du dev et de l'Ops avec Azure DevOps. Et on a aussi depuis peu le Microsoft Defender for IoT, en fait, qui permet encore plus de renforcer toute l'approche cyberdéfense de l'IoT. Donc, ça permet pas, en fait, ça permet surtout de faciliter le monitoring, etc. Et du coup, en fait, dans une approche IoT, et notamment celle que moi, j'ai tendance à privilégier, c'est justement d'avoir tout de suite cette sensibilité et cette appétence pour développer des projets directement avec les bonnes pratiques de la cybersécurité. Tout à fait. Alors, pour revenir sur 3D Scene Studio en une minute, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est avant tout un studio qui vous permet de construire à partir d'un export que vous pouvez avoir produit dans Blender, par exemple, ou dans Unity, enfin un outil qui vous permet de construire un modèle 3D. Hein, donc vous allez l'importer dans ce builder, vous allez ensuite pouvoir définir ce qu'on appelle des éléments de votre scène, sur lequel vous voulez appliquer des comportements. Hein, réagir à des changements de température, d'une propriété quelconque sur vos twins, et appliquer dessus des calques, hein, des couleurs, des pastilles d'alerte, ce genre de choses. Et puis préciser la manière dont vous voulez afficher dans cette scène 3D des panneaux hein, qui vous permettent d'avoir accès aux propriétés de ces twins et voir éventuellement les connecter avec des outils externes. Hein, par exemple, un référentiel documentaire pour avoir le plan de maintenance, le plan de configuration et ce genre de choses. C'est la vision initiale hein, déjà de vous proposer ce type d'interface dans cette première release. Bien évidemment, on a des plans que je ne vais pas vous détailler à l'instant, mais pour connecter ça avec d'autres outils de modélisation éventuellement, voire sur la partie viewer. Hein, aujourd'hui, vous pouvez avoir soit une application autonome, soit l'embarquer dans une application existante, voire on pourra éventuellement aller vers l'intégration avec d'autres types de visualisation dans le futur. Ce qu'il faut juste retenir tout de suite, c'est que quand vous allez accéder à un environnement 3D Scene Studio, vous allez créer un environnement qui s'appuie sur un Azure stockage classique, hein, dans lequel vous allez avoir une configuration qui vous pointe vers une instance Azure Digital Twin, qui va stocker tous les éléments dont je parlais à l'instant qui caractérisent votre scène et qui va préciser en termes de viewer vers quelle visualisation, vers quelle solution vous voulez aller. Hein. Donc je vais vous présenter ça tout de suite en 2-3 minutes et puis bon, tout de même on n'aura pas le temps de poser beaucoup de questions dessus, mais on pourra se voir juste après en sortie de la session. Donc là, vous voyez, je suis dans Blender. Hein, donc j'ai une scène 3D qui reprend plusieurs assets que j'ai répliqués.
Donc dans Blender, je vais faire maintenant parce que ça va prendre tout le reste, je peux exporter avec des formats de fichiers qui sont compatibles avec 3D Scene Studio. Et alors attendez, je vais switcher ici. Quand j'arrive dans 3D Scene Studio, alors au passage, j'ai un lien vers l'Explorer, j'ai un lien vers un outil qui va évoluer aussi, je pense, et qui va être très précieux, qui est un outil qui vous permet de pousser des informations dans ADT pour que vous ayez finalement un simulateur à disposition. Donc ça va être un outil précieux parce que si j'y vais, vous voyez que je pointe vers une instance ADT, j'ai un type de simulation qui correspond à en fait une ontologie préenregistrée, si vous voulez. Et donc ça, c'est quelque chose qui sera ouvert pour que vous puissiez ajouter votre ontologie avec votre propre graphe, vos propres entités, et vous pouvez générer et lancer une simulation. Ce qui nous intéresse à l'instant, c'est plutôt d'aller vers un environnement sur lequel je vais pouvoir, vous voyez, récupérer l'export qui arrive de Blender ici. Et pour aller à l'essentiel, quand j'ai fait cette opération-là, j'arrive dans cet outil-là. Donc j'ai récupéré mon export issu de Blender. Je peux visualiser ma scène. Là, je suis dans le builder, si vous vous rappelez, le premier transparent, je suis complètement à gauche. Je suis en train de construire ma scène. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est aller prendre certains éléments. Je vais pouvoir leur associer ce que j'ai appelé un élément. Donc éventuellement, je peux dire cet élément est composé de telle et telle mèche. Donc vous voyez, je rajoute en fonction de mes souhaits les différents mèches issus de la scène pour caractériser mon élément. Et deuxième étape, je vais créer ce que j'appelle un comportement, un behavior. Et un comportement, si vous voulez, je vais en prendre un existant et puis je vais l'ouvrir pour vous faire voir. Attendez, je vais carrément aller là. Un comportement, c'est composé. Alors déjà, c'est lié à un twin. Je dois faire le lien entre ce comportement dans la scène et un twin, ce qui va me permettre de récupérer un certain nombre de propriétés issues de ce twin. Ensuite, je vais associer un statut. Typiquement, je vais vouloir colorer mon objet en fonction de certaines valeurs prises par les propriétés de mon twin. Et puis, même chose, je vais vouloir éventuellement créer une alerte avec un workflow de traitement derrière par rapport à des valeurs prises par certaines propriétés. Et puis poser sur ma scène des visuels pour pouvoir guider l'utilisateur vers ces alertes. Et puis, dernier élément qui est à disposition dans cette release, c'est ce qu'on appelle des widgets. Je vais vous le montrer juste après dans une démo plus aboutie. C'est un panneau qui vous permet de visualiser dans le contexte d'un asset différentes propriétés et simplifier le lien vers un outil externe. Quand je vous donnais comme exemple tout à l'heure un référentiel documentaire, donc vous allez pouvoir avoir un lien rapide vers cet outil externe. Donc je vous donne un exemple plus abouti ici qui vient avec la release. Vous allez pouvoir jouer avec si vous allez sur 3D Scene Studio. C'est un modèle de la station spatiale ISS sur laquelle a déjà été appliqué différentes créations d'éléments, différents statuts, etc. Alors vous voyez qu'ici, pour essayer de lire plus facilement cette maquette, on a le concept de layer qui vous permet d'avoir une lisibilité de la maquette suivant, par exemple, le flux de chaleur, les niveaux de CO2, enfin voilà, les éléments qui sont pertinents pour votre cas d'utilisation. Et ensuite, vous allez pouvoir, en revenant dans ce layer, filtrer les alertes qui sont pertinentes par rapport à ce layer, parce que en fait, évidemment, pour que ça fonctionne, chaque behavior que je vous ai présenté tout à l'heure, vous allez pouvoir lui dire qu'il est pertinent pour tel layer. C'est ce qui permet de faire le lien entre ces behaviors et ce que vous avez